Bonjour, on est le 8 mai donc 2018. Bon, il a fait très bon dans la région hier, avant-hier. Et on a eu hier, lundi 7 mai, au soir, donc la mort de la fameuse chanteuse Mourane. Voilà, la chanteuse Mourane qui est décédée, donc une chanteuse d'origine belge. Et bon, euh, je lui, je lui souhaite toutes mes condoléances. euh, et voilà, et qu'elle reste en paix. Bon, ceci étant dit, donc on va revoir donc euh, les caractéristiques toujours de la lumière. J'avais vu dans une vidéo une des caractéristiques était la célérité. Et maintenant, je vais voir bien sûr sa fréquence et la longueur d'onde, qui sont des caractéristiques, je veux dire, voilà, de la lumière. Donc j'ai vu célérité. Maintenant, je vais voir fréquence et longueur d'onde. Bon, la fréquence, la célérité, c'est petit c. La fréquence, je ne vais pas l'appeler F. Dans un premier temps, je l'appellerai F. Mais en vérité, on va l'appeler nu. On va l'appeler nu. Voilà, nu. La lettre nu, grec nu. Et la longueur d'onde, on va l'appeler lambda. Donc, C, célérité, nu, fréquence, et lambda, longueur d'onde. Voilà. Et donc, je vais voir ces deux grandeurs-ci, enfin, ces deux caractéristiques-ci de la lumière. La lumière est une onde, donc c'est une onde, je veux dire, euh, elle a une forme d'onde vibratoire, sinusoïdale, possédant une certaine fréquence et une longueur d'onde. Pourquoi une longueur d'onde? Parce elle se propage dans l'espace. En l'espace en 3 dimensions, elle se propage. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on avait dit concernant... j'ai vu, c'est parce qu'en fait, je m'excuse, il fait fort chaud, donc... Voilà, donc c'est une onde sinusoïdale, comme ceci, une onde vibratoire, ondulatoire. Enfin, c'est un phénomène vibratoire, un phénomène ondulatoire, voilà, qui se propage dans l'espace. Hein. Voilà. Bon, la première chose qu'on avait dit auparavant, il faudrait que Ici, j'avais oublié les filtres et d'autres appareils optiques, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Ça, je les referai de toute façon. Voilà. J'efface le tableau. Ça, c'est mon système d'optique. J'en ai pas besoin. Voilà, donc on va voir la fréquence et la longueur d'onde. Mais sachez que je vais revenir un petit peu sur la célérité. Bon, il faut savoir que la célérité donc dans le vide, enfin la célérité de la lumière dans le vide, elle est constante. Et ça, quelle que soit donc la fréquence de l'onde lumineuse. Donc on avait dit que la valeur actuellement retenue était de 299 792,5 à plus ou moins 0,3 km par seconde. Ça, il faut aller voir la vidéo précédente. Hein. Bon, j'avais spécifié ceci, j'avais expliqué ça. Voilà. On retient, ça c'est la valeur exacte retenue à 3 dixièmes de kilomètre par seconde, mais que pour faire les calculs, on utilisait 300 000 km par seconde. Hein. Attention à l'erreur, hein. On peut calculer l'erreur entre ces deux-là. 299 792,5 moins 300 000, 300 000 moins ceci, en valeur absolue, de toute façon je l'aurai positif, donc j'ai pas besoin de valeur absolue, divisé par 299 792,5, voilà, on va voir l'erreur que je fais. En 300 000
moins 299 792. Voilà. Ouais, je fais 208 km d'écart, c'est pas beaucoup par rapport à divisé par 299 792,5. Voilà, fois 100. Voilà, je fais 0,06% d'erreur, hein. Bon, en utilisant 300 000 km à la seconde, je fais 0,06% d'erreur. Ou en gros, 0,0169, ce qui fait 0,7% d'erreur. Donc autant dire que je peux utiliser 300 000 km à la seconde, hein. Voilà, je fais même pas 1% d'erreur. Mais attention, dans les distances astronomiques, bon, 0,07%, ça va se sentir aussi, hein. Malgré que c'est très petit en pourcentage, ouais, c'est très petit. Mais par rapport au grand, ouais, du très petit par rapport au grand, ça reste du grand, hein. Ouais, c'est comme ça en fait. Voilà. Donc en fait, c'est bien de calculer avec des calculs avec des petites, enfin, des approximations avec des petites erreurs, mais malgré tout, ces petites erreurs dans l'espace sidéral, ça devient des grandes erreurs, hein, et pas des petites. Malgré qu'on fait une petite erreur en calculant avec une première approximation. Voilà, ce que je voulais dire, donc la vitesse de la lumière, bon, elle est constante, hein, je viens de la donner, hein, c'est la célérité de la lumière, elle est constante. Et ça, donc, quelle que soit donc la fréquence, quelle que soit la fréquence de l'onde lumineuse. Rappelez-vous que j'avais dit que j'avais pu appeler la fréquence f, mais par la lettre grecque nu. Quelle que soit la lettre grecque, enfin, quelle que soit la fréquence nu, eh bien, on a C qui est constante. Et ça, dans le vide, bien sûr, hein, dans le vide. Dans le vide. Ben, maintenant, vous allez me dire, oui, la lumière ne parcourt pas uniquement le vide. C'est une onde électromagnétique, elle peut parcourir le vide, mais elle peut parcourir d'autres supports. Contrairement à une onde mécanique qui, elle, euh, une onde mécanique ne va uniquement, je pense au son, hein, ce qui me vient à l'esprit pour une onde mécanique, c'est le son. Le son a besoin d'un support. Et dans le vide, dans le vide, voilà, il ne se propage pas dans le vide. Voilà. Donc, si je prends d'autres milieux, la lumière se propage, on va dire, plus lentement que dans le vide. Par exemple, si je prends dans l'eau, la vitesse de la lumière est de 225 000 km par seconde. Voilà. Alors qu'elle l'est à environ 300 000 dans le vide. Et à 225 000 dans l'eau. Dans l'eau. Voilà, 225 000 dans l'eau. Donc vous voyez que la vitesse de la lumière n'est pas la même, je veux dire, dans un milieu ou dans un autre. Si je prends le verre, le plexiglas et autres, mais vous verrez que je n'aurai pas les mêmes vitesses. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un phénomène de réfraction, avec un angle de réfraction en correspondance avec le milieu, et donc de la vitesse de la lumière. Voilà. Donc la vitesse de la lumière se propage, on va dire, plus lentement, dans un milieu qui est autre que le vide, parce qu'apparemment, il est plus facile à circuler dans le vide que dans un milieu qui lui ferait un frein. Un frein, voilà, c'est un frein. Le milieu fait un frein à la vitesse de la lumière. Le vide, non. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? La lumière donc se propage donc plus lentement que dans le vide, par rapport au milieu bien considéré bien sûr, et la célérité donc n'est pas la même pour les rayonnements dont la fréquence diffère. Si je prends une fréquence plus grande, ben, ça correspondra à une célérité plus faible. Donc, si je prends une fréquence plus grande, j'aurai une célérité plus faible. Chose qu'on n'a pas dans le vide, je viens de le dire, hein. Là, elle est constante, quel que soit nu. Par contre, la célérité ici, dans un milieu, hein, maintenant je suis dans un milieu, mais la célérité est variable. On va dire ça comme ça. On a une célérité ici constante dans le vide, mais variable dans un milieu autre que le vide. Et comment elle varie? Ben, si
Comment peut-on voir ceci? Ben, il suffit de faire la loi de la propagation dans l'espace de l'onde. Hein, on a une onde transversale avec la, la lumière est un phénomène électromagnétique. Hein. On a une composante spatiale comme ceci, voilà, transversale et une latérale en fait. On a une transversale et une latérale. Bien sûr d'amplitude constante, hein, fatalement, hein, que ce soit là ou comme ceci. Voilà. L'amplitude elle est constante de là à là. Voilà. Il y en a un qui est sur le plan, bien sûr, vous comprendrez. Oh, si je mets OXY, il y en a un qui est sur le plan OXY, et il y en a un, le noir, il est sur le plan, par exemple, OYZ. Donc là, les deux ondes ici, une électrique et une qui est électrique et l'autre magnétique, ben, en fait, c'est une onde électromagnétique, une composante électrique et une composante magnétique. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une perpendicularité entre les deux plans. Voilà. Et l'onde se propage, je veux dire, dans une direction bien précise. Voilà, se propage comme ceci. Et donc, si je considère ceci comme une ligne droite, ben, elle va effectuer non plus comme une onde, mais une ligne droite. Hein. Je peux considérer que c'est une ligne droite. Donc, c'est comme si j'avais un mobile qui parcourait un MRU. Donc, j'ai E est égal à V fois T plus E0. Si E0 vaut 0, si je prends l'origine ici, en 0, on a E égale V fois T. Bon, mais la vitesse, ici, c'est la vitesse de la lumière. Donc, bien sûr, c'est la vitesse de la lumière d'une petite masse, comme j'ai expliqué. Hein. Une grosse masse n'ira jamais à la vitesse de la lumière. C'est une petite masse qui va à la vitesse de la lumière, proche de zéro. Voilà, donc c'est la célérité fois le temps est égal à l'espace parcouru par l'onde lumineuse qui parcourt une vitesse, qui parcourt un espace E à une vitesse C pendant un laps de temps T. Bon, maintenant, si le T, c'est la période, pendant une période, si je veux savoir, elle va parcourir quoi pendant une période? Mais pendant une période, c'était T. Et donc là, il va parcourir ce qu'on appelle une longueur d'onde pendant une période. On aura une longueur d'onde, lambda. Lambda. Donc, lambda, c'est quoi? C fois T. Mais c'est aussi, lambda est égal à C comme T, c'est l'inverse de la fréquence, c'est C sur nu. Parce que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, autant dire que C soit égal à lambda nu, ou on peut dire que nu est égal, la fréquence est égale à C sur lambda. Voilà. Voilà. Mais donc ici, qu'est-ce que je venais de dire? Je venais de dire que si... euh, euh, donc, euh, dans un autre milieu que ouais, je reprends ceci. Je viens de dire que si on est dans un autre milieu, si la C diminue, la fréquence augmente. Donc, si la célérité diminue, oui, j'avais expliqué ça comme ça.
si la célérité diminue, je vais prendre une des ondes, hein, pas les deux. Voilà. Si j'explique ça comme ça, si la, si la fréquence diminue, enfin si la fréquence augmente dans ce cas-ci, hein, si je prends deux systèmes, un système qui fait ceci et un autre système qui fait comme ceci, et je vais même dire de même amplitude, hein, je prends deux signaux de même amplitude mais de fréquences différentes. Vous comprendrez que si je fais ça, si je fais ça, ça c'est la fréquence qui a augmenté, hein, parce que bon, je fais plus d'ondulation, la fréquence augmente. Par contre, par rapport à ici où la fréquence est plus petite, là la fréquence est plus grande. Eh ben, si la fréquence augmente, ben, si on doit faire ceci, mais il va moins se propager, il va se propager moins vite que si on devait faire ceci. Voilà. Là, en une période, je suis déjà là. Là, en une période, je ne suis qu'ici. Donc, fatalement, euh, on voit tout de suite que si la fréquence augmente, si j'augmente la fréquence, ben, le signal va aller moins vite. Enfin, le signal ici, oui, si je prends un cas d'un signal, mais ici, j'ai affaire à un rayon lumineux, provoqué par une source lumineuse, hein. J'ai une source lumineuse qui va provoquer donc un rayon lumineux. Et si la fréquence du rayon lumineux dans un milieu donné, hein, autre que le vide, parce que pourquoi je distingue par rapport au vide? Parce que dans le vide, j'ai pas ce phénomène-là que si le voilà, ici dans le vide, la vitesse est constante, quelle que soit la fréquence nue, hein. Voilà, il n'y a pas ce phénomène-là, comme quand on est dans un milieu, un autre milieu différent du vide. Le vide, c'est pas le même. C'est pas le même. Vitesse, vitesse constante, quelle que soit la fréquence. Là, la fréquence varie en fonction de la vitesse, de la célérité varie en fonction de la fréquence. Voilà. Et ça, c'est quand on est dans un milieu autre que le vide. Voilà. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Et ça, j'avais déjà expliqué auparavant, mais je réexplique. Voilà. Bon, maintenant, on peut considérer que euh, pour l'air, on va considérer que l'air, bon, à première approximation, hein, on va considérer que la célérité de la lumière dans l'air est de 300 000 km à la seconde. À première approximation, on va l'estimer. Voilà. Pourquoi? Parce que on va considérer que les variations sont si petites eh ben, qu'on peut, en première approximation, donc conserver la valeur de 300 000 km à la seconde pour la célérité de la lumière dans l'air. Mais pour tout autre milieu, bon, les vitesses vont être plus petites. Que ce soit pour le verre, l'eau, le plexiglas, d'office on va avoir des vitesses plus petites. Mais à première approximation dans l'air, je m'excuse, on va la considérer à 300 000 km à la seconde, tout comme celle du vide d'ailleurs, hein, tout comme celle du vide. Donc voilà, ceci étant dit, sachez qu'une chose, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la vitesse de la lumière est constante, quelle que soit la fréquence dans le vide, mais qu'elle est variable dans un autre milieu euh, que le vide. Et que la vitesse de la lumière sera de 300 000 km/s dans l'air. Voilà, à première approximation. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, on va se rappeler donc tout d'abord que la lumière est une onde électromagnétique. Donc une onde tout court. Et quand l'onde passe d'un milieu dans un autre, ben, on va dire que sa fréquence va rester inchangée. Ce qui va varier, c'est la célérité et sa longueur d'onde, qui va varier bien sûr dans le même rapport comme je vais vous montrer maintenant. Donc ici, si j'ai un milieu 1 et un milieu 2, bon, ça peut être par exemple de l'air et du verre, de l'air
ou de l'eau, je sais pas moi, de l'air plexiglas, du verre ou de l'eau, enfin peu importe, on peut avoir toute une combinaison, je veux dire, de, voilà, de milieux. Milieu 1, milieu 2, séparés bien sûr par une surface de séparation entre les deux milieux. Bien sûr, on aura un rayon lumineux, hein, un rayon lumineux, il va subir une réfraction, parce qu'on n'est pas, non, il va subir un phénomène de réfraction. Bon, ici, on a une certaine célérité C1, là une célérité C2. J'ai expliqué que les célérités ne sont pas les mêmes dans les différents milieux. Par contre, la célérité, elle est constante, elle vaut 300 000 km à la seconde, et ça, quelle que soit la fréquence. Quelle que soit la fréquence, dans le vide, la célérité ne change pas. Par contre, dans les différents milieux, la célérité change en fonction du type de milieu. D'ailleurs, c'est ça qui va faire, comme j'ai expliqué, la loi de la réfraction avec les angles de réfraction. Mais ça, je verrai plus tard. Bon, maintenant, tout simplement, ici, si j'ai C1 ici, donc, quand on passe d'un milieu dans un autre milieu, donc la fréquence reste inchangée. J'aurai quoi ici? Si j'ai nu1 ici, nu2 ici, qu'est-ce que je peux dire? Mais nu1 égale nu2. La fréquence reste inchangée ici. Il n'y a pas de changement. Nu1 égale nu2. Et je vais même dire que nu1 égale nu2 égale nu. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, si j'adapte la formule vue auparavant, bon, je reviens sur ma formule de tout à l'heure que j'avais vu. Donc, E est égal à V fois T. Donc, E est égal à C fois T. Si je mets T égale la période, on a la longueur d'onde. Voilà. Et si je joue avec la fréquence, 1 sur nu, voilà, ce qui fait C sur nu. C sur nu. Lambda égale C sur nu. Voilà. Je vais appliquer cette formule-là. Lambda égale à C sur nu, ici. Dans le cadre ici. Dans ce cadre-ci. Sachant que nu reste constant du milieu 1 vers le milieu 2. Nu 1 égale nu 2. Voilà. Ça ne va pas changer, la fréquence ne va pas changer. Mais la vitesse va s'adapter en fonction du milieu. Bon, maintenant, comment on va se faire le calcul? Donc ici, on vient de voir quoi? Que lambda égale C sur nu. On va appliquer ceci. Lambda 1 est égal à C1 sur nu 1. Hein? Et ici, on va appliquer que... Ça, c'est la lumière. Hein. Bien sûr, c'est l'onde lumineuse électromagnétique en 3D. Voilà. Qui est considérée, je veux dire... voilà, ici, je peux l'étudier sous forme de propagation X, Y, Z. Voilà, X, enfin X, Y, Z, avec les deux sinusoïdes perpendiculairement, l'un dans le plan O, Y, X, et l'autre dans le plan, enfin, on a deux sinusoïdes, hein, une électrique et une magnétique, comme ceci. Voilà. Voilà, et donc elle va se propager, mais on considère ici qu'on a une ligne droite. Une ligne droite là, elle se diffuse, enfin, elle va de manière rectiligne ici, de manière rectiligne, donc j'ai pas besoin de dessiner l'onde. L'onde, j'ai pas besoin de la dessiner, on dit que c'est une droite, c'est tout. Voilà. Voilà. Mais on sait bien que là-dedans, on a des sinusoïdes, fatalement. On a des sinusoïdes aussi bien là qu'ici. Bon, et alors lambda 2, la longueur d'onde dans le milieu 2, ça vaudra C2 sur nu2. Mais qu'est-ce qu'on en fait comme hypothèse? Que la fréquence ne change pas. Nu 1 égale nu 2. Donc on a nu ici, et là, G nu. Voilà. Donc de ceci, je peux tirer quoi? Que nu égale lambda 1 sur C1. Et là, nu, je peux tirer d'ici, nu est égal à lambda 2, C2 sur lambda 1 nu. Si je mets nu ici, c'est C1 sur lambda 1, C1 sur lambda 1, je m'excuse, C1 sur lambda 1. Et si je mets nu ici, j'ai C2 sur lambda 2. Voilà. Mais comme nu et nu sont égaux ici, ben on peut dire que C1 sur lambda 1 est égal à C2 sur lambda 2.
Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire quoi? Que C1 sur C2, voilà, fois lambda 2, je prends ça d'ici, hein, est égal à C1 sur C2 est égal à fois lambda 2 est égal à lambda 1. Voilà, on y est. Donc autant dire que lambda 1, lambda 1 égale K fois, si j'appelle ça K, hein, lambda 1 égale K fois lambda 2. Donc lambda 1 est proportionnel. Lambda 1 est proportionnel à lambda 2. Et que vaut ce facteur de proportionnalité? Ben, ce fameux K vaut le rapport des vitesses. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, on a un lambda 1 qui vaut K fois lambda 2. Bien sûr, ici, j'ai lambda 2 au niveau de rayon ici, réfracté. Donc qu'est-ce qu'on a? Ici, on a C1. Je récapitule. On a C1. On a nu, nu1 ou nu, mais nu1 égale nu2. Mais je vais l'appeler nu. Et on a lambda 1. Ici, on a C2, nu2 qui est égal à nu, et lambda 2 qui est proportionnel à lambda 1. Donc les vitesses ici, elles sont pas les mêmes. La fréquence du milieu 1 et du milieu 2, il est le même. Et la longueur d'onde du milieu 1 et du milieu 2 sont proportionnelles. Voilà, sont proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire que, tout d'abord, la fréquence, c'est une caractéristique fixe de l'onde, hein, puisqu'en fait, le nu, ici, il est constant, c'est une caractéristique fixe de l'onde. Voilà. Donc, on a toujours la même fréquence, que ce soit dans le milieu 1 ou dans le milieu 2. C'est une caractéristique fixe de l'onde. Alors, pour la lumière visible, chaque fréquence, je vais expliquer ce que c'est que la lumière visible, justement. Par cette petite démonstration, je vais vous montrer ce que c'est que la lumière visible. Pour la lumière visible, chaque fréquence correspond à une impression de couleur déterminée. Je vais le voir tout de suite. Donc les couleurs devraient être considérées, caractérisées par la fréquence de l'onde. Habituellement, bon, on a l'habitude de les caractériser par la longueur d'onde, lambda, dans le vide ou dans l'air. Mais en changeant de milieu, en passant d'un milieu M1 à un milieu M2, mais la couleur ne varie pas. Qu'est-ce qui va changer? C'est tout simplement la longueur d'onde. Voilà. Donc, elle va s'adapter, l'onde va s'adapter en réadaptant sa longueur d'onde. Et donc, on n'aura pas, je veux dire, un changement de couleur. Bien qu'on a des vitesses différentes, des fréquences identiques, ben, on n'aura pas, on va dire, on n'aura pas un changement de couleur. L'onde va s'adapter pour garder en fait la même couleur. Bon, ceci étant dit, avant de voir la lumière visible, on va voir les unités, c'est fort important. Bon, les longueurs d'onde. La longueur d'onde, on a dit que c'est une vitesse fois une période. Une vitesse, c'est en mètres par seconde, une période, c'est en secondes. Donc on se retrouve avec la longueur d'onde qui est en mètres. Bon, mais maintenant, c'est pas des mètres, vous comprendrez que c'est pas des mètres. Ça dépend de la longueur d'onde qu'on a, mais généralement, bon, ça dépendra de quoi on a à faire. Je vais le voir après. Bon, mais les longueurs d'onde, on parlera généralement de longueur d'onde, notamment pour la lumière visible.
la lumière visible sera dans une gamme, non pas en mètres, mais en nanomètres. Je vais la voir après. Nanomètres, je vais le voir après. Voilà, dans une gamme en nanomètres. Voilà. Bon. Maintenant, le nanomètre, c'est 10 exposant moins 9 nano. Voilà. 10 exposant moins 9 mètres. Je peux faire 10 moins 3 fois 10 moins 6 mètres, ce qui fait des... ça, on a des microns. Donc ça, c'est des millimicrons. Là, on a des millimicrons. Donc, je peux exprimer ça sous forme de M, mu. M, milli, et micron, mu. Micron, c'est mu. Milli, micron. Voilà. Donc, le nanomètre. Le nanomètre, c'est égal à... 1 nanomètre, c'est égal à 1 millimicron. Mais aussi, bon, une unité d'un Suédois, bon, je sais pas s'il fait partie du système international, s'ils l'ont mis ou pas. En tout cas, on a l'Angström, avec un rond ici. C'est un Suédois, l'Angström. Là, l'Angström, c'est 10 moins 10 mètres. Voilà. Ce qui fait 10 moins 1 fois 10 moins 9 mètres, ce qui fait 0,1 nanomètre. Voilà. Donc, un angstrom, c'est 0,1 nanomètre. Un angstrom est égal à 0,1 nanomètre. Voilà pour ce qui est des longueurs d'onde. Longueur d'onde. Elle s'exprime en nanomètres. Voilà. Maintenant, vous pouvez les exprimer en fréquence. Hein. Comment retrouver la fréquence correspondante? Il suffit de faire, on sait bien que lambda égale c fois t, qui est égal à c fois c sur nu. Voilà. Bon, pour avoir la fréquence nue, c'est c sur lambda. Voilà. Vous faites le calcul c sur lambda, et vous avez fréquence, bien sûr, en hertz. Alors, vous pouvez l'avoir, si vous faites le calcul c, c'est sa vitesse de la lumière, divisé par la longueur d'onde, et vous avez la fréquence en hertz. Donc, vous pouvez l'exprimer en longueur d'onde lambda ou en fréquence. Voilà. Et donc, quand on change de milieu, vous allez voir que la couleur va rester la même. On n'a pas un changement de couleur quand on change. Pourquoi? Parce qu'il y a une adaptation des longueurs d'onde. C'est ça que je vais expliquer. Bon, maintenant, je vais voir justement ces fameuses... Le visible. Le visible, c'est une fenêtre. C'est juste une fenêtre dans la gamme voilà, des ondes. Alors, si je mets en nanomètre, attention que je vais mettre en nanomètre. Hein. Ouais, non, nanomètre c'est pour le visible, je m'excuse. Nanomètre c'est pour ce qui sera visible. Les ondes, elles sont comme ceci et s'expriment en mètres, kilomètres, millionième de mètre, milliardième de mètre, etc. etc. Et on peut l'exprimer fatalement si on est en milliardième, en nanomètre, ou si on a en... Voilà. Voilà. L'idéal, c'est de faire un diagramme. C'est de faire un diagramme comme ceci. Un diagramme comme ceci. Alors, vous mettez tous des exposants de puissance 3. Et vous allez jusqu'au kilomètre. 10, 10, 3. 10 exposants 0. Oui, vous mettez tous des multiples de 3. Hein. 10 exposants moins 3. 10 exposants moins 6. 10 exposants moins 9. 10 exposants moins 12, etc. Voilà. Et là, bien sûr, je l'exprime en mètres. Hein. C'est en mètres. Donc 10 exposant 3 mètres, c'est 10 km. 10 exposant 3, c'est 1000 km. Là, je suis à 1000 km. 10 exposant 0, ben, c'est 1 mètre. 10 exposant 0, ça fait 1.
Donc il fait 1 mètre. 10-3, c'est le 10-3 mètres, c'est le millimètre. 10 exposant 3, c'est 1000 mètres, donc c'est 1 km. 10 exposant 0, c'est le mètre ici. 10 exposant moins 6, c'est 10-3 nanomètres, donc c'est le micron. C'est le micron. 10-9, ici c'est 10-3, c'est le millimètre. Hein. Millimètre, ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je sais pas ce que j'ai raconté, mais enfin, je crois que j'ai dit millimètre, je sais pas ce que j'ai dit. 10-9, c'est le nanomètre. Et puis on a normalement on a le picomètre. Picomètre 10-12. Donc 1 km, le mètre, le millimètre, le micromètre, le nanomètre et le picomètre. Voilà, tout est exprimé. Voilà, et comme ça je peux exprimer la longueur d'onde, non pas en fréquence, hein, je ne vais pas le mettre en hertz. En fréquence, tout va être inversé. C'est une inversion, puisqu'on sait bien que lambda égale C sur nu, mais ils sont inverses l'un de l'autre. Hein. Nu est égal à C sur lambda. Ils sont inversés, c'est juste une inversion. Hein. Il suffit d'inverser, faire l'inverse mathématique, et vous aurez en fréquence, en hertz. Mais moi ici, donc tout sera réinversé. Ce qui est là va se retrouver là-bas, ce qui est ici va se retrouver là, ce qui est ici, tout va s'inverser, parce qu'on prend l'inverse mathématique, donc tout s'inverse. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve en... Par là, on retrouve les ondes radio. Les ondes radio, les émissions des ondes radio qui sont des ondes électromagnétiques, bien sûr. On retrouve en 10-3, bon, les ondes radar, ondes électromagnétiques aussi. 10-6, on trouve donc tout ce qui est micro-ondes, du four à micro-ondes. Hein. Micro-ondes, c'est le four à micro-ondes. D'ailleurs, ici, la preuve que c'est bien un champ électromagnétique, c'est créé par des bobines. Le micro-ondes est créé par des bobines. C'est un système à bobines qui va créer, je veux dire, un système LC. Donc self-condensateur. Donc on a bien des bobines. Qui dit bobine qui dit condensateur du champ électrique. Qui dit bobine dit champ magnétique. Et donc on a bien avec un condensateur et self, un champ électromagnétique. Ici on le voit purement. Voilà. Ouais, mais vous allez me dire ici les ondes radio aussi. Hein. Les ondes radio, on a, comment est-ce qu'on appelle ça? On crée des champs électromagnétiques grâce à des bobines. Voilà. La plupart du temps, on crée les champs électromagnétiques avec des bobines et des condensateurs. Voilà. Parce qu'on a une composante électrique du condensateur et une composante magnétique de la self. La self auto-induction en fait. Bon, 10-9, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, là, on retrouve 10-9, c'est 10-9, ce sont des rayons, c'est des rayonnements électromagnétiques bien sûr, hein. Rayons X, voilà, on retrouve les rayons X. Bien sûr en 10 et par là, 10-12, c'est d'autres rayons, bon, avec une longueur d'onde plus petite, qui sont les rayons gamma. Rayons gamma. Ici donc, bien sûr, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, dans quel sens que j'ai mis les ondes? Bien sûr, j'ai mis du picomètre, donc picomètre, c'est 10-12. Alors, 10-12, si je prends le picomètre, sans tenir compte de la vitesse de la lumière, hein, je fais l'inverse de 10-12, j'ai 10-12. J'ai 10-12. Donc, 10-12, c'est une fréquence énorme, sans tenir compte de la vitesse, hein, je m'en fous. Ouais, c'est une fréquence énorme. Donc ici, on part de très haute fréquence pour aller vers des ondes qui a la fréquence commence à... Voilà, comme ceci. Là, on a de la très haute fréquence. Voilà, là, de la haute fréquence, etc. etc. Et puis la fréquence commence à diminuer. Voilà. Et l'onde, en fait, commence à je veux dire,
dans ce domaine-ci, c'est un domaine, hein. C'est pour représenter un domaine. Que si on se trouve dans les ondes radio, mais on a des ondes, je veux dire, de forme, je veux dire, de fréquence, on va dire, de basse fréquence. Ouais. Moyenne fréquence, voilà. On a de la moyenne fréquence là-bas. Bah, par contre, là-bas, si on va là-bas, dans ce domaine-ci, c'est un domaine, en fait, c'est pour représenter comment se représentent les rayons X, ben, c'est des ondes à haute fréquence, par exemple. Rayons gamma aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce que la haute fréquence, la moyenne fréquence, la très haute fréquence, ouais, on peut encore subdiviser. Bon, voilà, on peut encore subdiviser et se dire, bon, la haute fréquence commence à partir de là, la très haute fréquence à partir de là, et voilà. On peut encore subdiviser. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais la lumière, elle est où, là? Eh, la lumière, il faut jouer en nanomètres, je l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut jouer avec des nanomètres. Donc, la lumière, elle va, le visible, il va, on va dire, du rouge au violet. Du rouge au violet. Donc, on a... elle va s'insérer dans une fenêtre, hein. Dans une fenêtre. Je vais dire où exactement. Euh, si je prends le rouge, on va aller du rouge. Rouge, c'est une couleur chaude. Bon, quand vous regardez une flamme, bon, c'est rouge. Si la flamme n'est pas bien chauffée, on vire vers le jaune. Donc, ici, on va du rouge très foncé au rouge moins en moins foncé. Pour virer ici, on vire vers le jaune. Voilà. Puis du jaune, ben, vous comprendrez qu'après le jaune, on a du vert. Voilà. Voilà, du vert clair vers le vert foncé. Et puis le vert foncé, par après, on tombe sur le bleu. Voilà. Bien sûr, on a le bleu ciel, hein, bleu foncé, voilà. Et après, on tourne vers les mauves, ou violet ici. Violet qui est la couleur d'une fleur, hein. Les couleurs, généralement, ont été attribuées à, voilà, c'est beaucoup des fleurs, le nom des fleurs. Je parle pas du jaune. L'orange, déjà, c'est, il y a un orange qui s'appelle, il y a un fruit qui s'appelle l'orange, déjà. Mais il y a beaucoup de couleurs, bon, qui viennent de fleurs. On a vu la couleur de la fleur, on a attribué le nom de la couleur à cette fleur, à la fleur, voilà. Bon, donc on va du rouge au violet. Donc, des couleurs chaudes aux couleurs froides. Bon. Et ceci, c'est une fenêtre qui va se situer exactement. Tout ceci, c'est la lumière. La lumière, bon, hein, c'est une gamme qui va de si j'exprime en nanomètres, le rouge est à entre 700 et 800. Ouais, bon, je peux prendre 800 ou 700. Ici, je vais prendre 700. Bon, si je mets 800, c'est bon, hein. Bon, c'est de 700, 800, hein, de là à là, et là, c'est 400 nanomètres. Voilà. Qu'est-ce qui est plus grand entre 400 et 700? Mais c'est ça, 700 nanomètres. Donc 700, on est bien à droite. Parce que c'est une échelle ici qui va dans le sens croissant. Contrairement à la fréquence. La fréquence, on va dans le sens... Enfin, tout est inversé, mais c'est-à-dire que on va des fréquences... Ici, on va du plus petit au plus grand. Si je devais prendre en fréquence, tout va s'inverser. Donc j'aurais un axe dans le sens inverse si je parlais de fréquence. Bon, mais ici, je parle pas de fréquence. Je parle, voilà, en longueur d'onde. Donc ici, 700 est plus grand que 400. Voilà. Et 700 nanomètres va se situer, 700 nanomètres, c'est 700 fois 10 moins... Non, c'est 10 moins 9. Voilà. Donc, on est bien... 700... Ouais, donc, voilà, on est ici, dans cette zone-là. On est dans une fenêtre ici. Donc cette fenêtre ici, c'est une toute petite fenêtre. La lumière visible, ce n'est que ça, hein. Après, on n'a plus le visible, hein. Par là, on retombe sur l'infrarouge. L'infrarouge, on voit pas l'infrarouge, hein. Signaux infrarouges,
avec les détecteurs infrarouges. L'infrarouge, il y a une grande utilité. Par exemple, les télécommandes, on ne voit pas le signal. Hein. Le signal, quand vous appuyez sur la télécommande et qui est l'émetteur vers un récepteur, on ne voit pas le signal. Voilà. Une caméra infrarouge, on ne voit pas les signaux infrarouges. Tout ce qui est commande infrarouge, on ne voit pas les signaux. Hein. On ne voit pas le signal lumineux passer. Enfin, l'onde, on ne voit pas l'onde passer. Quand vous faites des rayons à l'hôpital, des rayons X pour voir les os, enfin, s'il y a une fracture aux os, ou voilà, etc., on voit pas ça. Les ondes, on ne les voit pas, hein, fatalement. Ça fait pas partie du visible. Il y a le visible, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le visible. N'allez pas me dire qu'une onde radio, on voit une onde radio, hein, on voit pas les ondes radio. Le Wi-Fi, on ne voit pas. Tout ce qui est onde, quand vous faites chauffer, je veux dire, de l'alimentation, euh, ben, on ne voit pas. Ouais, mais attention que les ondes électromagnétiques, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y a pas d'effet. Hein. Déjà, elles sont là, elles préexistent, elles sont là. Elles sont fabriquées. Si vous allumez le micro-ondes, vous fabriquez des micro-ondes. Voilà. Donc, dans ce domaine-ci, on ne voit rien. Mais bien sûr, les ondes radio, ce qu'on entend des ondes radio, mais non, ça doit passer par des appareils électroniques pour être reçu, les ondes qui parcourent l'espace, on ne les voit pas, que ce soit les ondes satellites, les ondes radio, les ondes radar, les micro-ondes, tout ça, on ne les voit pas. Ça peut avoir des effets néfastes sur le corps, fatalement. Hein. Trop d'ondes électromagnétiques. Ici, on est plongé dans un monde bourré voilà, d'ondes électromagnétiques. Voilà. Le Wi-Fi, si vous avez une centrale près de chez vous, centrale, bon, il y a peut-être, je dirais, fatalement des rayonnements qui s'échappent, peut-être très peu, mais il y en a sûrement. Il y en a sûrement. C'est les moelles. S'il y a des tout petites fissures, bon, ou s'il y en a un qui a fait une bêtise, qui laisse échapper, je veux dire, un petit peu de radioactivité pour une raison ou une autre, qui n'a pas respecté la sécurité, hein, ça peut arriver. Il peut y avoir des petits incidents, avec des petites pertes radioactives. Voilà. Et donc, si vous avez comment on appelle, un accélérateur près de chez vous, une centrale nucléaire près de chez vous, en France, il faut bien savoir que vous avez 54 centrales nucléaires. Hein. Voilà. Et en Belgique, il y a quelques centrales nucléaires. Bon, il y a Tihange, Doel, voilà, il y a quelques centrales nucléaires. Et que les Allemands voudraient bien que ces centrales soient fermées parce qu'elles commencent à être vieillissantes et à avoir des fissures. Et donc, ils ne font pas très confiance. Que ce soit les Hollandais ou les Allemands, n'ont pas très confiance, je veux dire, aux centrales vieillissantes. Et aux micro-fissures qui. Voilà. Les micro-fissures, il y a des techniques pour les voir à l'aide de rayons X. Hein. Il y a des techniques pour voir les micro-fissures dans soit le béton, soit dans l'acier, ou tralala, ou tralala. Voilà. Voilà, il y a toutes des techniques pour voir les micro-fissures qui peuvent se présenter sur du béton, sur de l'acier. Voilà. Et donc, ici, le visible, il va, bien sûr, de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Bon, si vous faites les calculs, 700 nanomètres, ça correspond, on a dit que 0,1 nanomètre correspond, un angstrom c'est 0,1 nanomètre. Donc 700 nanomètres, il suffit de faire x10, ce qui fait 7000. Là, on a 7000 angstrom. Et là, bien sûr, vous avez compris qu'on a 4000 angstrom. Voilà. Donc de 4000 angstrom à 7000 angstrom, ben, on a comment le visible, le domaine du spectre visible. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ici, c'est un rayon lumineux qui va de là, qui se réfracte ici, d'un milieu 1 vers un milieu 2, les vitesses vont se changer, les fréquences vont être gardées les mêmes, mais la longueur d'onde va s'adapter, donc on n'aura pas un changement de couleur. Si on a une certaine couleur ici, la couleur va rester ici. On n'a pas de changement de couleur en réfraction. Parce qu'il y a une adaptation suivant la formule que je viens de mettre. Lambda 1 égale 4 fois lambda 2. Donc on a, je veux dire, la couleur qui est gardée telle qu'elle. Donc en changeant de milieu, la couleur ne varie pas. Mais la longueur d'onde change, bien sûr. Voilà, la longueur d'onde change. C'est ce que j'ai voulu expliquer. Voilà, maintenant, si vous voulez calculer vraiment, si vous êtes un fanat de calcul de fréquence, ben, vous pouvez calculer le domaine du visible.
visible. Ici, la petite fenêtre que l'on a ici, dans les gammes. Oui, dans les gammes d'ondes, attention qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, hein. Auparavant, bon, ben, en Belgique, il existe bon, comme dans tous les pays, il y a même des règlements internationaux d'ailleurs, hein, je vais l'expliquer. En Belgique, il existe ce qu'on appelle l'IBPT. IBPT, et en fait, qui donne les gammes de fréquences que les utilisateurs peuvent utiliser pour leurs besoins. Voilà, pour leurs besoins. Parce on peut pas fabriquer des ondes et les envoyer dans. Parce qu'on peut créer des interférences et je veux dire créer on va dire des perturbations, je veux dire chez certaines personnes qui utiliseraient des appareils, je veux dire, de réception d'ondes, de réception d'ondes. Qu'est-ce qui est réception d'ondes? Il y en a énormément, hein. Vous pouvez avoir des ondes qui sont reçues euh, par radio, par antenne, hein, via les antennes. Par antenne, on a le Wi-Fi, les ondes Wi-Fi, les ondes GSM. De toute façon, les ondes GSM, le réseau GSM, c'est un réseau, je veux dire, euh, téléphonique qui couvre une certaine région. Voilà. Bon, quand on a, il y a d'autres régions du monde qui n'ont pas forcément le réseau GSM, hein. Là où il n'y a pas de réseau du tout GSM, bon, on peut téléphoner par satellite, Voilà. Le réseau GSM, c'est un réseau, voilà, c'est un réseau qui couvre une partie voilà, de la planète. Voilà, je n'en sais pas plus quelle partie du monde, mais voilà, une grosse partie déjà l'Europe, bon, il n'y a pas de problème, elle est sous le réseau GSM. Voilà. Déjà l'Europe, ça je sais bien. Bon, maintenant, l'IBPT donc préconise que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si maintenant je prends un émetteur qui j'émets une certaine fréquence d'émission, ben, je peux venir perturber, je veux dire, un- un- certaines personnes, les appareils de certaines personnes. Voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc en Belgique, comme dans tous les pays du monde, logiquement, il existe un organisme qui régule, je veux dire, et qui permet de voir s'il n'y en a pas un qui utilise des fréquences non autorisées. C'est l'IBPT qui doit donner les fréquences, des fréquences dans des gammes de fréquences que personne n'utilise, bien sûr. Que personne n'utilise. Voilà. Parce on pourrait venir perturber. D'ailleurs, une des manières de perturber les signaux, euh, c'est de créer des signaux électromagnétiques d'une certaine fréquence qui viennent perturber, je veux dire, les ondes émises à une certaine fréquence. Voilà. Et donc ça, c'est utilisé pendant les guerres. Mais il existe des règlements internationaux, des conventions internationales qui disent que on ne peut pas utiliser non plus n'importe quel type. Il y a les règlements nationaux et internationaux qui disent qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type d'onde. Si vous voulez pas mettre, vous voulez utiliser des drones avec certaines fréquences, mais il faut demander l'avis, je veux dire, des pays voisins qui soient d'accord et au niveau international qui signent des accords pour que le pays voisin puisse utiliser des drones à certaines fréquences. Voilà. Bon, mais maintenant, quand il y a une guerre, plus personne respecte ça. Plus personne respecte, je veux dire, euh, les conventions internationales, elles tombent à l'eau. Tout tombe à l'eau. Parce qu'en fait, on ne peut pas, je veux dire, venir créer des ondes comme on veut. Or, dans une guerre, justement, une des choses qui se passe, c'est que il y a beaucoup d'ondes, des ondes radars, des ondes de pollution pour, on va dire, le brouillage, utilisé pour le brouillage, etc. Brouillage de tout et n'importe quoi, un brouillage des avions, pour brouiller les avions, pour brouiller. Ah, on peut brouiller. Est-ce qu'on peut brûler les brouillages, les, les réseaux satellites? Pourquoi pas? Enfin, en fait, on peut tout savoir faire. On peut brouiller même tout un espace au niveau d'une technologie électromagnétique qui viendrait, je veux dire, mettre un pays à plat. Un pays à plat où on ne sait plus utiliser quoi que ce soit. On appelle une bombe électromagnétique. Une bombe électromagnétique qui a un effet électromagnétique et on ne sait plus rien utiliser, puisqu'en fait, il y a un brouillage tel que il n'y a plus rien qui s'est utilisé au niveau des fréquences, quelle que soit la fréquence. Mais ça, c'est interdit parce que les conventions interdisent tout ça. Parce que les conventions, justement, attribuent, en fonction des pays voisins, s'ils sont d'accord, des zones de fréquence. Voilà. Mais quand il y a une guerre, bon, les gens ne respectent plus rien, et ils font tout et n'importe quoi. Fatalement, ils peuvent tuer alors qu'on ne peut pas tuer, hein, normalement. Et voilà, ils font toutes des choses que les conventions internationales n'acceptent pas et qu'ils le font de leur plein gré. Mais ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Voilà.
Donc ici, tout ce qui est militaire, bien sûr, utilise beaucoup les ondes, hein, les ondes. Que ce soit n'importe quel type d'onde, bon, les communications par satellite, les communications radio, les communications radar, les communications, voilà. Pourquoi? Parce que pendant une guerre, le brouillage est fort important pour brouiller bon, l'ennemi, hein, pour qu'il puisse pas utiliser son équipement hein, militaire, que ce soit les avions, que ce soit bon, enfin tout ce qu'on veut, hein, tout ce qu'on veut, on peut brouiller tout ce qu'on veut. On peut brouiller tout ce qu'on veut. Je vais pas commencer à énoncer tout ce qu'on peut brouiller, mais enfin on peut brouiller tout ce qu'on veut. Comme maintenant la technologie c'est beaucoup de l'électronique, ben bon, l'idéal c'est de brouiller tout ce qui est électronique et après bon les personnes en face ne savent plus, l'ennemi ne sait plus utiliser quoi que ce soit. Voilà. Donc, en fait, dans une guerre, c'est beaucoup une guerre de télécommunication. Beaucoup d'une guerre de télécommunication, beaucoup une guerre de brouillage. Bon. Euh, Avant d'être une guerre de visionnage, ben ouais, on peut visionner beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Il faut une guerre de télé. Quelqu'un qui veut gagner une guerre, ben, enfin, on gagne pas forcément une guerre facilement comme ça, parce qu'une guerre, pour la gagner, il faut avoir tous les éléments, toutes les cartes en main. Pour avoir toutes les cartes en main, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est, on va dire, la technologie, c'est-à-dire de voir ça via les satellites, hein, mais ça ne suffit pas. Il faut des satellites de télécommunication hein, pour les mouvements des troupes, etc., etc. Bien sûr, il faut un armement sophistiqué, connaître, je veux dire, la stratégie euh, de l'ennemi, connaître les positions de l'ennemi, connaître, je veux dire, son armement, son équipement, ses finances au niveau de... Voilà, et connaître beaucoup de choses, connaître le nombre d'hommes qu'il possède, et je veux dire, avoir une stratégie de propagande contre l'ennemi, pour que l'ennemi ne se bat plus, laisse tomber les armes. Il faut de la, bataille de la propagande pour éviter que l'ennemi se batte. Et il ne faut pas qu'en face il y ait un ennemi aguerri qui, je veux dire, qui a toutes les facultés de se battre avec un nombre d'hommes important et qui n'ont pas peur de se battre au sol parce que c'est fort important. Hein. Avoir un réseau de télécommunications et avoir des bons avions ne suffit pas parce qu'en fait il faut avoir bataille au sol, c'est fort important. Bataille au sol, c'est fort important. Et si on ne ramène pas des soldats au sol, ben, fatalement, on peut faire durer la guerre des années, puisqu'en fait, les soldats au sol, ils se cachent. Ils se cachent. Le but, c'est de se cacher voilà, et d'avancer en fonction de leur mouvement et de garder leur position. Voilà. Et tant qu'ils gardent leur position, ils sont cachés, bon, je veux dire, on a beau les bombarder quotidiennement, bon, ça ne change rien. Si on ne met pas des soldats au sol, bon, bombarder dans les airs, oui, on va tout casser, mais ça ne suffit pas de tout casser, parce que si les soldats, il reste des soldats au sol et bon, qui gardent leur position au travers des réseaux de tunnels, bon, là, à ce moment-là, bon, il est très difficile de se battre contre des personnes, et les moyens de communication, télécommunication, d'électronique, etc., ne suffisent pas. L'électronique est une aide, mais ça ne suffira pas. L'électronique est une aide, mais ça ne suffit pas. Voilà. C'est une aide, mais ça ne suffit pas. Bon, donc une aide pour gagner la guerre, pourquoi pas, mais ça ne suffit pas pour gagner une guerre. Pour gagner une guerre, il faut des batailles au sol, avec, je veux dire, gagner des positions, des positions. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Et là, il faut des hommes au combat, des hommes au combat, voilà, euh, des hommes aguerris, je veux dire, qui sont capables de se battre et voilà, qui sont bien armés, et qui voilà, qui sont aptes à garder des positions pendant des années. Voilà, donc ceci étant dit, bon, les ondes sont beaucoup utilisées, je veux dire, dans 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 le domaine militaire, voilà, les ondes. Et dans le domaine civil, bien sûr, hein, comme j'ai expliqué, dans le domaine civil, on retrouve tout ce qui est télécommunication, radio, télévision, GSM, bien sûr euh, l'internet, hum, les, les portables, les tablettes, voilà. Ouais, c'est toutes des ondes qui arrivent, hein, soit par fil, soit dans les airs, ou soit par fil, un des deux. Soit le support c'est l'air, ou soit le support c'est des câbles. Voilà. Soit on transporte par câble, soit on transporte, je veux dire, dans les airs. Bon, et généralement, quand on fait de la nourriture, bon, généralement, maintenant, il y a les fours, ce qu'on appelle les fours à micro-ondes,
Il y a ce qu'on appelle les fours à induction avec des bobines, hein, et ça crée des ondes. Des moments où il y a des bobines, des moments où il y a des bobines, il y a des champs des champs magnétiques hein, d'office. Hein. Donc là, on a des champs magnétiques et donc, fatalement, bon, bien sûr, parfois on peut avoir plus que des champs magnétiques. Hein, ça dépend dans quelle gamme on se situe. Hein, si on pousse trop la fréquence, ben justement, si on pousse trop la fréquence, on va retomber sur les rayons X. Si on pousse encore plus fort, on retombe sur les rayons gamma. C'est comme ça qu'on obtient des rayons gamma. C'est des fréquences très élevées là-bas. Voilà. Si on pousse sur la fréquence, bon, on change de gamme. Hein, voilà. Voilà. Bon, et alors dans les ondes radio, bon, l'IBPT attribue, je veux dire, des canaux de transmission, des ondes radio à certaines radios. Bon, il y a la fréquence modulée, l'amplitude modulée, il y a le, voilà, il y a les, il y a canal, je sais pas moi, il y a différents types de canaux et on attribue des fréquences de porteuses à des émetteurs radio, bien connus. Et en fait, on envoie, voilà, voilà, on leur attribue, et eux, ils peuvent émettre sur des canaux qui leur auraient été attribués par l'IBPT. Voilà. Et donc, il suffit de sélectionner avec un petit bouton, dire la fréquence adaptée voilà, on choisit ce qu'on appelle une syntonisation, on syntonise avec un petit bouton, on choisit le canal, donc un canal. Généralement, ce sont ce qu'on appelle des filtres, hein, filtres électroniques, qui permettent de filtrer, je veux dire, le canal. Hein, on filtre le canal parmi tous les canaux. Hein, on se met à une fréquence adéquate et on filtre ce canal-là et on obtient le canal. Voilà. On essaie d'avoir, bien sûr, positionner bien le bouton correctement pour avoir pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec d'autres canaux qui sont pas, pas très éloignés. Hein. Voilà. Si vous réglez mal le bouton, ou que ce soit au niveau numérique, ouais, que ce soit. Non, le bouton, quand je dis synchronisation, c'est un bouton tournant, c'est les anciennes radios. Voilà. L'ancienne radio, c'était bouton tournant. Maintenant, on choisit un canal, dire en appuyant, mais il peut malgré tout avoir des interférences pour une raison ou une autre. Voilà, en numérique, je parle en numérique. On choisit un canal, on peut avoir des interférences malgré tout. D'un autre canal, pourquoi? Parce qu'on se trouve dans une zone où, voilà, une zone qui va venir, la puissance de l'émetteur est telle qu'il va venir brouiller, je veux dire, comment, le canal qu'on a mis numériquement. Voilà. Et qui est proche, bien sûr, du canal. Bien sûr, quand je dis qui émet avec une puissance telle, mais avec une fréquence proche de celle du canal dont vous êtes, hein, bien sûr. Parce que s'il y a interférence, c'est parce que vous êtes proche de la fréquence de l'autre qui émet. Et si vous passez près d'un émetteur qui est puissant et proche de la fréquence pour laquelle vous êtes, ben, aura une interférence de fait ça. Voilà. Et voilà. Et donc, les émissions se font par des antennes. On émet via des antennes et on capte via des antennes. Et la première chose que l'onde électromagnétique elle est dans l'air. Hein. Tout ça se retrouve dans l'air. Hein. Se retrouve dans l'air. Bien sûr, onde électromagnétique, bien sûr, on peut le recapter par une antenne pour le faire transformer en courant électrique modulé. Ouais, ça c'est pas un problème. Hein. On peut capter l'onde, on capte l'onde au niveau de l'antenne et on retransforme ça en courant électrique modulé. Là, on fait passer par des câbles. Bon, c'est pas un problème. On fait passer par des câbles. Voilà. Donc on peut passer par des câbles, de l'air au câble, voilà. Mais ça c'est le point de vue électronique, voilà, voilà, ça c'est. Et donc le visible, la lumière visible, ben, c'est une petite fenêtre qu'on retrouve ici entre 490 mètres et 700-800 nanomètres. Donc 800 nanomètres c'est le rouge, au-delà c'est l'infrarouge, on ne voit plus. Ici je n'ai pas tout mis bien sûr. Hein. Ah, parce que j'aurais pu mettre plus, mais la prochaine fois, je mettrai un domaine plus élargi avec. Voilà. Il y a plus que ça ici, en fait, si vous voulez. Il y a plus que ça. J'ai mis, en gros, pour vous expliquer, en fait, en gros, comment ça se passait. Et c'était juste pour vous expliquer qu'ici, ben, ici, donc, en changeant donc de milieu, la couleur ne varie pas, mais les longueurs d'onde changent. C'est juste ça, qu'elles s'adaptent. Donc, on n'a pas de couleur changeante, puisque la longueur d'onde ne varie pas. Les longueurs d'onde s'adaptent
en fonction d'un coefficient de proportionnalité K qui est C1 sur C2, ben, elle s'adapte, donc on n'a pas de changement de couleur, c'est juste ça. On n'a pas de changement de couleur. Donc l'onde, passant dans un milieu 1 vers un milieu 2, ne change pas ne change pas. Voilà, je voulais vous montrer comment on calcule la fréquence, et puis je terminerai avec ça. Comment on calcule la fréquence. Alors ici, si je prends, donc je vous dis que nu c'est C sur lambda. Voilà, vitesse de la lumière c'est 3 fois 10 exposant 5 km par seconde, mais si je mets en mètres, c'est 10, je dois rajouter 1000, hein, parce qu'un kilomètre c'est 1000 mètres. Donc c'est 3 fois 10 exposant 8. Voilà. Et là je l'ai en mètres par seconde. Voilà, alors la longueur d'onde, on a dit que si je prenais le rouge, on a dit que bon, c'est 700-800 nanomètres, je vais mettre 700, hein, 700 nanomètres fois 10 exposant nanomètres, c'est 10 exposant moins 9 mètres. Voilà, je fais ce calcul-là, ce qui fait 3 fois 10, 8 fois 10, 9 sur 700, et je vais trouver la fréquence. Voilà. Donc ce qui va faire 9 et 8, on va déjà faire ça. 3 fois 10, 8, 3 divisé par 700. Voilà. Donc j'ai 4285 428 571 fois 10 exposant 9 Hertz. Bon, ça fait beaucoup ça. Hein. Voilà, donc ce qui fait si je mets 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait environ 4,28 fois 10, 9 moins 5, 10, 4. Voilà. 19, plus 4, je m'excuse. 1, 2, 3, 4, 5, 9 plus 5, 14. Voilà. Donc ce qui fait 4,28, si vous voulez calculer, le rouge, il est à environ, la limite du rouge est à 4,28 4,28 fois 10 exposant 14 Hz. Maintenant, si vous voulez calculer le violet, pour le violet, bon, on va le faire tout de suite, c'est 3 fois 10, le tout, c'est pas sur 700, mais le violet, on avait dit que c'était sur 400. Voilà, je vais diviser par 4. C'est la même chose, simplement, 4,28. 4,28, je vais faire fois 700 divisé par 400, pour aller plus vite. 4,28 fois 700 divisé par 400. Ouais, ça fait 7,49. 7,49 fois 10, 14. Voilà. Ça, c'est pour le violet. Pour le violet. Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait fois 700 pour éliminer celui-ci, divisé par 400 pour avoir le vrai 400. Voilà. C'est un tour de passe-passe pour aller plus vite. Hein. Voilà. Donc ici, il faudrait que on voit. Ouais, un petit problème. Voilà, donc le rouge, il est à 4, si vous voulez, 4,23, 10 exposant 14 Hertz. Ça, c'est le rouge. Et le violet, il est à 7,49 fois 10 exposant 14 Hz, donc dans la fréquence. Donc vous voyez que cette fois-ci, le violet, on avait
La longueur d'onde qui était plus grande pour le rouge, elle est plus grande, elle vaut 700 par rapport à 400, elle est plus grande que le violet. Mais en fréquence, tout s'inverse, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a 4,23 10 14 qui est plus petit que 7,29 10 14. Donc le violet devient plus grand en fréquence que le rouge. En fréquence, le violet a une plus haute fréquence que le... Donc autant dire, comme j'avais expliqué tout à l'heure, qu'on a bien des ondes ici qui partent de fréquences très élevées vers des fréquences très basses, donc des ondulations très restreintes vers des ondulations très relâchées en fait. Voilà. Relâchées. Et donc, ce que je viens de voir ici, c'est une des caractéristiques de la lumière. Hein. J'ai vu la célérité de la lumière. Ah, j'ai vu maintenant, je viens de voir la fréquence de la lumière et la longueur d'onde de la lumière, notamment qu'est-ce qui se passait quand on avait un changement, je veux dire, quand la lumière passait d'un milieu M1 à un milieu M2, qui n'était pas le vide, bien sûr, hein, parce que j'avais dit que il y a une particularité dans le vide, c'est que la vitesse est constante quelle que soit la fréquence, et qui, voilà, elle vaut environ 300 km par seconde à la première approximation, mais que dans les autres milieux, elle est variable. Elle est variable, voilà. La vitesse de la lumière est variable en fonction de la fréquence. Voilà. Et que la fréquence et vitesse de lumière sont inversement proportionnelles. Voilà. Et quand on passe d'un milieu M1 à un milieu M2, on a une adaptation des longueurs d'onde pour ne pas avoir de changement de couleur. Je veux dire, quand le rayon lumineux passe d'un milieu M1 à un milieu M2. Et que j'ai vu aussi les gammes du visible qui s'insèrent dans un domaine, je veux dire, partant des ondes en fréquence élevée vers des ondes à fréquence basse. Donc j'ai pris l'échelle dans ce sens-là. C'est-à-dire avec mise en nanomètres, une échelle mise en nanomètres, que j'aurais pu mettre en hertz, mais l'échelle tout inversée dans l'autre sens. Voilà. Je crois que... Donc le visible, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le visible? Maintenant, qu'est-ce qu'une couleur jaune? Mais la couleur jaune a une gamme a une fréquence bien précise. Le vert clair, le vert foncé sont voilà. Donc vous voyez que c'est une gamme de fréquences qui va de quoi à quoi. Les couleurs, c'est une gamme de fréquences qui va de 4,23 à 7,49. Et qu'au-delà de ça, on ne voit pas, bien sûr. Hein. Au-delà de ça, on ne voit pas. Autant dire que la lumière est une composition, je veux dire, c'est une composition de couleurs. Hein. Une composition de couleurs. Voilà, et on pourra voir avec le prisme qu'on pourra, je veux dire, disséquer la couleur, hein, façon de parler, disséquer. On aura le prisme, comment on appelle ça? Un prisme qui a éclaté les couleurs, on aura les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qu'on va retrouver, voilà. Donc là, on verra que la lumière blanche c'est une décomposition, est un ensemble de couleurs. Donc la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Voilà, donc ici, il faut savoir que les couleurs, c'est ça. Ce sont des gammes de fréquences ou des gammes de longueur d'onde. Des gammes de longueur d'onde. Donc, si on parle du vert, elle a une certaine gamme de longueur d'onde. Si on parle du jaune, elle a une certaine gamme de longueur. Et ça, c'est le visible. Maintenant, quand on est en deçà de cette petite fenêtre de fréquence entre 400 nanomètres et 700, si on est au-delà de 700, on ne voit plus rien. Si on est en dessous de 400, on ne voit rien. Donc le domaine visible, c'est ça. C'est rien de plus. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le filtre. Le filtre, c'est un filtre. L'œil voit le visible. Donc il filtre. Heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement qu'il filtre ça. Heureusement qu'il filtre ça, parce que s'il ne filtrerait pas ça, ben, il verrait beaucoup de choses qui seraient un petit peu embêtants. Hein. Il verrait beaucoup de choses, énormément de choses. Imaginez-vous qu'il aurait une fenêtre plus grande. Ben, ce serait embêtant pour les yeux. Hein. Tout a bien été étudié, je veux dire, au niveau de la conception de l'être humain. Hein, je veux dire, il y a bien un créateur qui a fait tout ça, parce que bon, tout ça, ça ne vient pas, je veux dire, comme ça. Hein, c'est tout mathématique, c'est un langage de mathématiques hyper puissant. Pour filtrer ça, bon, hein, comme déjà on retrouve dans l'univers, la Terre, tout ce qu'on voit autour de nous, bon, je veux dire, qu'il y a bien quelque chose de très spécifique qui a été fait, je veux dire, de manière
euh, mathématique, d'une manière ordonnée, et donc on peut pas dire qu'il n'y a pas un créateur derrière tout ça, ça c'est pas possible. Il y a bien un créateur, il y a une création avec, il y a une création, je veux dire, logique, mathématique, une création, je veux dire, ordonnée, hyper puissante, très intelligente, qui a fait que tout ça a été créé en fait. Parce que, imaginez-vous, c'est comme les oreilles. Si je prends le filtre de l'oreille, le filtre de l'oreille est de 0 à 20 000 Hz, ce qui fait 20 kHz. Voilà, on va dire en gros. Quelqu'un qui entend bien, c'est de 0 à 20 000. Imaginez-vous qu'on entende des bruits au-delà de 20 000. Si le filtre de l'oreille humaine était au-delà de 20 000, on entendrait tous des bruits des os, les bruits des os, les bruits de plein de bruits qui seraient, je veux dire, dans le corps humain, ben, on les entendrait. Par exemple, on marcherait, on entendrait ces bruits de la marche. Voilà. Voilà. Quoique, on peut avoir ça aussi, hein, je veux dire, on peut entendre ces bruits, je veux dire, intérieurs au niveau de la marche, etc., etc. Mais je veux dire, si on avait une oreille hyper puissante, avec un filtre immense, ben, on entendrait beaucoup de choses autour de soi. Voilà. Mais tout a été calculé d'une certaine manière pour filtrer les choses et voir ce qu'on voir euh, euh, le choix du filtre là a été pris en compte pour en autosuffisance. Ça suffit. Avoir un filtre comme ça suffit. Comme dans l'oreille, 0 à 20 kHz, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'entendre des fréquences au-delà de 20 kHz parce que là, on entendrait beaucoup de choses. Voilà. Bon, il y a des animaux qui ont adapté, je veux dire, pour certaines raisons que j'expliquerai plus tard, leur vue, leurs oreilles. Il y a voilà, il y a des animaux, ils entendent, voilà, ils ont dû s'adapter. Les animaux qui vivent toujours dans le noir, ils doivent s'adapter. Donc, au niveau visuel, donc ils vont avoir des yeux plus gros, et ils vont s'adapter au niveau des yeux, voilà. Et ça, j'expliquerai une fois. Et il y a certains, voilà, euh, voilà, au niveau des oreilles, on n'a pas tous les mêmes oreilles. Les chiens n'ont pas les mêmes fréquences d'oreilles que les chats, que les êtres humains. Voilà. Il y en a qui ont développé les yeux, il y en a qui ont développé leurs oreilles, il y en a qui ont développé leur odorat, etc. Chacun a ses sens avec ses filtres bien définis. Voilà. On n'a pas tous les mêmes filtres. Voilà. Voilà, je crois que tout a été dit ici pour donc j'ai vu donc la fréquence, la fréquence de comment ça s'appelle ça, de la lumière et la longueur d'onde de la lumière et la célérité de la lumière a été vue, je veux dire, dans une vidéo précédente. Voilà. Et un jour, une autre fois, je verrai ceci en plus développé, parce que ça c'est fort important ça. En technologie, bon, on doit connaître ça par cœur. Quelqu'un qui ne connaît pas ça par cœur, et encore aussi j'ai mis un petit domaine. Hein, j'ai mis que les ondes radio, les ondes radio, micro-ondes, des rayons X. euh, enfin, les ondes radar ici, c'est les ondes radar, je m'excuse. Radar. Ondes radio, ondes radar, micro-ondes, rayons X. Ben, normalement, il est plus développé que ça. Et quand on fait de l'électronique, on est obligé de savoir que ça, la première des choses qu'il faut savoir, c'est ça. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a des composants qui, je veux dire, ils utilisent je veux dire, euh, pour aller dans un domaine bien précis, ben, il faut utiliser des composants bien précis pour pouvoir créer certaines choses, pour pouvoir capter certaines choses, etc., etc. Donc il faut connaître les caractéristiques donc, des composants pour jouer avec le domaine ici, voilà, et donc connaître ce domaine-là. Donc fatalement en électronique, celui qui ne connaît pas ça en électronique, c'est bien dommage parce qu'en fait, on sait en faire une lecture et utiliser du matériel électronique ou même des composants électroniques bon, qui font intervenir ces notions-là en fait, énormément ces notions-là. Donc un électronicien doit connaître, je veux dire, ça par cœur en fait. Voilà. Le domaine de voilà, voilà. Maintenant, je ne dis pas, hein, bon, qu'est-ce qui peut retenir ça par cœur? Bon, je sais pas moi, d'autres personnes aussi, hein, mais bon, un électronicien, bon, ça, il doit connaître fameusement, fameusement. Voilà. Un électronicien, par exemple, il va réparer. euh, Enfin, pour la réparation, on s'en fout, hein, parce que bon, il va regarder les composants qui, s'ils fonctionnent ou pas, ben, il n'a pas besoin de savoir, je veux dire, les domaines ici, c'est bien qu'il répare un micro-ondes, bon, on s'en fout, c'est bien que il va pas le faire fonctionner, je veux dire, quand il sera ouvert, hein. Il va le ressentir, là.
J'ai déjà eu le cas en fait. Moi, j'ai ouvert un micro-ondes, voilà. Enfin, il était ouvert et en fait, il y a quelqu'un qui l'a mis en fonctionnement. Et là, je l'ai senti fameusement deux temps de mouvement. J'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que bon, on sent qu'il y a vraiment quelque chose dans son pourtour. Voilà. Et là, j'ai dû intervenir tout de suite parce qu'en fait, voilà, j'ai demandé à ce que on ne touche pas, je veux dire, au micro-ondes parce qu'en fait, il était ouvert. Il était ouvert, donc on met jamais un micro-ondes ou, je veux dire, en fonctionnement quand il est ouvert. Fatalement, et il y a une cage spécifique euh, pour capter déjà voilà, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des cages spécifiques de renfermement et tout est cloisonné pour que on ne ressente pas les micro-ondes. Bon, maintenant, si vous allez ouvrir la cage de protection, ben, vous allez recevoir les micro-ondes d'office, hein. Enfin, vous allez recevoir, et on voit tout de suite, hein. On voit tout de suite quand, je veux dire, quand l'appareil est ouvert. Voilà. Bon, mais maintenant, c'est juste ça. Quelqu'un qui répare des micro-ondes, qu'est-ce qu'il fait? Il doit tout simplement, je veux dire, prendre des protections nécessaires et savoir ce qui va dépanner et connaître les circuits du micro-ondes et voilà qu'est-ce qui tombe souvent en panne et tester les composants bon, qui devraient d'abord regarder en préalable et puis après regarder les autres composants si on a une panne spécifique, voilà, avec des composants qui tombent moins souvent en panne, ben, il fallait les tester, regarder ce qui est bon pas mauvais. Bon, d'abord regarder dire en fonction de la panne, je veux dire, si c'est une panne qui revient assez souvent, et donc regarder les composants je veux dire, qui statistiquement sont en corrélation avec la panne. Voilà, il va aller tester d'abord ça, et puis après autre chose. Voilà. Et donc ça, c'est le dépannage. Mais le dépannage, on ne doit pas connaître, je veux dire, tout ce que je viens d'expliquer, mais bon, c'est quand même une aide. C'est une petite aide. Ouais, c'est juste une petite aide. Voilà. Mais en dépannage, on n'est pas obligé de savoir ça, en fait. Voilà. Mais si on le sait, tant mieux. Mais un électronicien, ah, ouais, c'est vrai que l'électronique, c'est différents domaines, hein. Bon, on a le monde de la radio, radio-TV, le monde de dépannage, on peut dépanner tout ce qu'on veut en électronique, hein. Il y a tellement d'appareils électroniques, on peut dépanner tout ce qu'on veut. Voilà, on peut retomber sur des petites centrales à rayon X, dépanner des matériaux, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, pour faire des radios. Faire radio à l'hôpital. Si un appareil de radio qui tombe en panne à l'hôpital, ben, un technicien, un électronicien de matériel médical qui a été formé pour ça, peut intervenir facilement pour un appareil, je veux dire, qui peut tomber en panne. Bon, s'il a été formé pour ça, il connaît, je veux dire, en général, ce à quoi il va toucher. Donc, en fait, hein, il est agréé, hein, il a les connaissances pour, il a été formé pour, et il peut intervenir sans problème, sans problème, puisqu'il a fait les études pour, il a la technicité pour intervenir, je veux dire, il a été formé pour pouvoir intervenir, je veux dire, sur un appareil à un rayon X, et donc, voilà, il pourra intervenir chez un client qui a, par exemple, un hôpital qui utilise, je veux dire, euh, de la radiographie par rayon X, il pourra intervenir là-dessus. Voilà. Bon, n'allez pas demander à un type qui répare des rayons X d'aller réparer une ancienne radio de télévision ou une nouvelle télévision. Mais parce que c'est pas ses compétences, il n'a pas été formé pour ça. Quoi qu'il pourrait voir qu'est-ce qui est tombé en panne, mais c'est pas ses compétences, il n'a pas été formé pour ça. Là, il a des notions spécifiques de réparation euh, pour les appareils radiographiques, mais il n'a pas les compétences pour réparer des radios-télévisions, parce que la radio-télévision, c'est encore un autre monde, il faut les compétences pour. Bon, ça demande des études, des formations. Si quelqu'un travaille dans une usine euh, de réparation, ben, ça existait auparavant, des usines de réparation radio-TV. Là, à ce moment, il fallait des compétences telles que, bon, voilà. Quelqu'un qui avait fait de la radio-TV auparavant, ben, il avait fait tout vu, tous les systèmes, il les avait vus, hein. Hein, il a vu les alimentations, il a vu comment est-ce qu'on appelle ça, tout ce qui est appareillage, tout ce qui est filtrage, les corrections, les filtrages, les correcteurs, comment est-ce qu'on appelle ça, les retards, les lignes à retard, comment est-ce qu'on appelle ça, les matriçages, les possibilités de matrissage, euh, comment passer de la haute fréquence à la basse fréquence, à la moyenne fréquence et puis à la basse fréquence.
voilà, de la HF à la MF à la BF, bah, tout ça, bon, il a vu beaucoup de choses en électronique. Quand on avait l'électronique de la radio-TV, bon, on a vu énormément de choses, hein. Voilà, donc là, bon, quelqu'un qui avait fait des études en radio-TV, il était quand même costaud, voilà, assez costaud au niveau électronique, hein. Au niveau électronique, il était assez costaud parce qu'il avait vu tous les systèmes qui, possibles, imaginables, bon, de l'électronique. Bon, il pouvait comprendre beaucoup de choses. Et on en retrouve souvent on retrouvait souvent des amplificateurs là-dedans, et voilà, voilà, donc, voilà. Bon, maintenant, n'allez pas dire à quelqu'un qui répare des micro-ondes de réparer une radio-TV, je vous dis, il n'a pas les compétences pour, hein. Voilà. Par contre, quelqu'un qui a fait de la radio-TV peut être apte à réparer aussi bien des radios-TV qu'un système de rayon X, hein. Il suffit d'un petit peu de raisonnement pour qu'il aille réparer un appareil à rayon X, hein. Ouais, 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 ouais. Parce qu'ici, dans la radio-TV, on a tellement de connaissances là-dedans que, bon, hein, elles ouvrent des portes à différents domaines, hein. Ça d'office. D'office. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire, bon, de la réparation, des réparations. Il ne suffit pas de connaître ça, mais bon, c'est toujours bon de savoir ceci. Et bien sûr, en radio-télévision, il faut savoir ça, mais plus que ça. En radio-télévision, il faut connaître tous les canaux, je veux dire que comment syntoniser, etc. Syntoniser les canaux et les différents canaux que l'on a. Parce que quand on fait de la radio-télévision, la première chose qu'on voit, c'est les canaux. Les canaux, on voit les canaux, je dirais, existants, le système de fréquences et de canaux. Voilà. Et la radio-télévision, on étudie aussi bien à l'émission qu'à la réception, hein. Alors que la radio-TV, c'est une réception. La TV, en dépannage, c'est une réception, hein. C'est une réception c'est un récepteur, enfin, c'est un post-récepteur, hein. Mais il doit connaître comment ça se passe à l'émission, parce qu'il y a certaines notions de réception. Il faut connaître comment le signal a été formé à la mission pour connaître, bon, à la réception, comment le décortiquer à la réception, puisqu'il était formé à l'émission. Donc, il faut connaître l'émission. Donc, en radio-TV, vous devez connaître aussi bien ce qui se passe à l'émission qu'à la réception. Au niveau de l'émetteur qu'à la. Voilà. Aussi bien connaître la récepteur d'office parce que c'est un post-récepteur, mais connaître ce qui se passe, comment il te crée les signaux à l'émetteur. Voilà, donc la radio-télévision, bon, ceux qui faisaient des études de radio-tv auparavant, bon, ça existait, il y avait des études de radio-tv, mais c'est des gens, bon, qui savaient dépanner beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grosse connaissance, je veux dire, ils pouvaient dépanner des écrans TV, des écrans d'ordinateur, ils pouvaient dépanner tout, en fait, c'était des vrais électroniciens. C'était des praticiens électroniciens. Voilà. Ouais, parce que l'électronique, il y a moyen de faire bon, il y a moyen de faire de l'électronique pratique, oui, mais je veux dire, en tant que hobby, bon, on comprend pas le circuit, on monte un circuit qu'on comprend pas, hein, je veux dire, on le grave, etc., par gravure, on le fait, mais on comprend pas grand-chose à ce circuit, et ça marche. Ouais, le type, il est content parce que ça marche. Mais il y a eu énormément de gens comme ça qui faisaient de l'électronique, je veux dire, pratique, de l'électronique, je veux dire, en tant que hobby. Mais attention que la radio-télévision, bon là, c'était pas en tant que. On pouvait faire ça en tant qu'hobby, mais en tant que réparation, parce que le but c'était de gagner de l'argent en réparant des télévisions. Mais celui qui connaissait la radio-télévision connaissait vraiment, avait des connaissances pures et dures de l'électronique, hein. Contrairement à quelqu'un qui fait de l'électronique pratique, n'a pas forcément les connaissances pures et dures. Il peut les avoir, mais c'est pas des. Il peut faire des montages électroniques, mais ne pas comprendre, je veux dire, tous les systèmes d'électronique. Et en télévision, il y avait tellement de systèmes d'électronique, je veux dire, d'une TV à l'autre, que je veux dire, on avait tout vu. Voir un système de télévision, ben, on connaissait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc voilà. Ah, parce que les signaux, là, on n'avait pas des signaux forcément alternatifs en radio-TV, hein. Ils n'étaient pas alternatifs, hein. On avait tous les types de signaux possibles, imaginables, triangulaires, rectangulaires, tout ce qu'on veut. Donc en fait, quand on avait vu la radio-TV, ben, on avait vu tous les signaux, ils passaient en fait. Tous les signaux, ils passaient. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'on avait aussi les systèmes de récepteurs par télécommande. Hein, il doit connaître le système de télécommande, récepteur, donc il connaissait déjà celui qui fait radio-TV, il connaît l'infrarouge, hein. Il étudie l'infrarouge, hein. Il étudie l'infrarouge, il étudie les émetteurs infrarouges, les récepteurs infrarouges. Voilà, il étudie, bon, les mémoires, parce que dans les télévisions, il y avait des mémoires. Il fut un temps, il y avait des mémoires qui. Enfin, il fut un temps, à un moment donné, les mémoires ont commencé à apparaître dans les radios-TV. Donc, les radios-TV avaient des mémoires, donc il fallait comprendre les notions de mémoire dans les TV. Donc, quelqu'un qui avait fait de la radio-TV, je prie de me croire qu'ils étaient costauds. Ils étaient assez costauds pour faire de l'électronique. Voilà, pour faire de l'électronique, c'était assez costaud. Donc, ils pouvaient faire des montages électroniques par eux-mêmes, parce qu'ils avaient les connaissances pour.
Et quand il faisait un montage, bon, il pouvait les faire. Bon, contrairement à quelqu'un qui faisait de l'électronique pratique, c'est pas dit qu'il connaît l'électronique, mais malgré tout, il faisait des montages qui fonctionnent, ça n'a rien à voir. Faire un montage électronique de recopiage par rapport à un montage qui existe, tout le monde sait le faire. Ben voilà, si ça marche, tant mieux, on est content, on danse un petit peu. Mais un électronicien qui a vu de la radio-télévision, bon, lui, il est capable de faire un circuit sans regarder, de le graver, voilà. Sans regarder, il pouvait le faire, parce qu'ils étaient forts en électronique, très forts. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, dans les années 60-70, ils étaient très forts, on trouvait des génies voilà, dans les électroniciens et des réparateurs de radio-TV, 60, 70, 80, dans les années 90 aussi. Voilà, les années 90. Voilà. Bon, après, ça a régressé parce que ça a donné des téléviseurs où il n'y a presque plus rien. La miniaturisation, il n'y a presque plus rien dans les télévisions, on a les écrans plats. Hein, si on ouvre une télévision de maintenant, il n'y a presque plus rien. Donc, bon, tout est dans des circuits intégrés, renfermés. Voilà, on ne sait presque plus chipoter. Contrairement auparavant, tous les circuits étaient, je veux dire, séparés. On pouvait voilà, voilà, les utiliser, chipoter dessus, etc. Contrairement à maintenant, il n'y a plus qu'une plaque, on remplace la plaque, elle est en panne. On n'est pas technicien parce qu'on a remplacé une plaque. Hein. On n'est pas technicien parce qu'on a une plaque. Tout le monde sait remplacer une plaque. Hein. Il suffit de déconnecter les fiches, de dévisser, et je veux dire remplacer la plaque et reconnecter. Bon, pour autant qu'on sache ce que les connexions étaient, ben, on remet les connexions, c'est tout. Bon, voilà. On dévisse, on regarde via des photos. On prend des photos où étaient les vis. Hein. Et les câbles, on prend dire, une référence, où étaient les câbles, on note, si on ne prend pas des photos, on n'a qu'à noter. Et après, bon, bien sûr, on range ses vis à un endroit, puis on remplace la plaque, et puis on achète la plaque, on remplace, on revisse, et on recâble, mais on n'est pas électronicien pour ça. Hein. Enfin, n'allez pas croire qu'on est électronicien parce qu'on a changé une plaque, tout ça, tout le monde sait le faire. Il faut juste faire attention à dévisser, à recâbler. Bon, alors, le problème, tout le monde sait ça, tout le monde sait, ça va le faire. Voilà. Et en fait, ce qui tombait souvent en panne dans les radios-téléviseurs, c'était la bobine de déflexion. Une des pannes les plus fréquentes, c'était la bobine de déflexion, un transistor, je veux dire, un transistor voilà, de puissance. Enfin, ouais, transistor, un des derniers transistors qui se trouvait dans la chaîne, qui tombait souvent en panne. Mais vous voyez bien qu'on avait une bobine électromagnétique. On avait ce qu'on appelle une THT, très haute tension, avec une bobine électromagnétique. C'était une bobine électromagnétique. Et ça tombait souvent en panne. Voilà. Voilà, donc ici j'en ai terminé avec ça. Je vous remercie beaucoup.